Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce vendredi 28 février 2020. Une édition que nous débutons avec cette brève. Une attaque en effet a eu lieu ce matin tôt au niveau du poste de police de Tamou, c'est dans le département de Saï, région de Tillabéri. Des hommes armés ont attaqué donc ce poste de police sur lequel se trouvent également des éléments de la garde nationale. Une attaque qui n'a pour l'instant pas été confirmée par les autorités sécuritaires de notre pays, mais des sources locales annoncent comme bilan côté humain un policier porté disparu. Du côté matériel, on relève que le magasin des armes a été pillé sur ce poste. 5 véhicules auraient également été brûlés, un autre emporté ainsi qu'un important lot d'armes, les pistolets donc automatiques notamment, auraient été emportés. Parlons toujours sécurité, et vous le savez sans doute, l'Union africaine a décidé lors de son dernier sommet de déployer près de 3000 soldats au Sahel pour tenter d'enrayer la progression du djihadisme et la dégradation de la sécurité dans cette région. Eh bien, nous avons à cet effet interrogé l'ancien diplomate, le diplomate à la retraite, Abdou Garba, sur cette décision prise lors du dernier sommet de l'Union africaine. Je vous propose de le suivre dans son analyse en extrait avant de retrouver l'intégralité à la fin de ce journal. Le président de la Commission de l'Union africaine, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, a déploré l'absence de solidarité des pays africains vis-à-vis des pays du Sahel en but au terrorisme. Je pense donc que si aujourd'hui l'Union africaine prend la décision d'envoyer 3000 soldats au Sahel, c'est une bonne chose. C'est une réaction peut-être à cette dénonciation faite par le président de la Commission de l'Union africaine. Les 3000 hommes ne peuvent pas d'un seul coup mettre fin au terrorisme, puisque nous avons affaire à des gens qui ne livrent pas une lutte classique. Et le terrorisme, par définition, fait des coups bas. Donc, n'affronte pas les armées vis-à-vis. Et donc, c'est pourquoi il est difficile, par la seule force, le seul emploi de la force, d'endiguer le terrorisme. Je pense qu'il faudra mener la lutte militaire de pair avec les efforts de développement des régions nigériennes ou sahéliennes qui sont concernées par le terrorisme. J'entends par là qu'il faut assécher les sources de recrutement des terroristes, puisque les jeunes que ces terroristes recrutent sont avant tout confrontés à des difficultés d'ordre économique qui les rend vulnérables aux avances faites par les responsables du terrorisme. Voilà le diplomate à la retraite, Abdou Garba, que vous allez donc retrouver en intégralité à la fin de ce journal. Toujours sur cette décision de l'Union africaine d'envoyer 3000 soldats pour lutter contre le djihadisme et la progression de l'insécurité dans cette zone de l'Afrique. Nos reporters ont interrogé ce matin quelques citoyens que je vous invite à suivre. Je ne prends pas l'angle de cette crise sécuritaire, je ne le prends pas sur l'angle d'armée. Moi, j'ai toujours fait le raisonnement sur l'angle politique. Parce que tous ces hommes-là qui sont en train de mener ces actions sont appuyés quelque part. Donc, redéployer, achat des armes, tout ça là, à mon avis, ce n'est pas ça la solution. La solution pour moi, c'est de revoir les politiques sur lesquelles, ou bien les politiciens qui ont fait des pactes avec ces hommes-là, ces hommes du mal, qui sont en train de causer du mal au territoire nigérien. C'est de revoir ces pactes-là et de rediscuter et de redéfinir. Ce n'est pas une question d'hommes. On peut amener 3000 hommes, 5000 hommes, s'il le faut, ou bien tout le monde entier. Mais si il y a toujours des mains invisibles qui soutiennent ces terroristes, il ne peut jamais avoir fin de crise sécuritaire.
l'insécurité en Afrique est liée à la complicité de nos dirigeants. Et c'est ça qui est à la base, vous le savez très bien, de l'échec d'un des objectifs phares de l'agenda 2063 qui préconise faire taire les armes d'ici 2020. Et en fait, ce qu'on peut essayer de souligner à ce niveau par rapport au thème, c'est qu'il faut qu'on ait et qu'on sente une relation de cause à effet. Ça veut dire même si on a déployé en tout cas une ressource humaine importante en termes en tout cas de la gestion de la sécurité en Afrique, il faut que ces jeunes-là, armés, soient armés bien sûr avec des armes modernes, compétitives, allant dans le sens de résoudre les problèmes de la sécurité en Afrique. C'est une belle initiative. Si aujourd'hui on arrive à doter des forces de défense et de sécurité des moyens adéquats pour faire face à cette situation, je pense bien que ça y va dans l'intérêt général de tout le monde. C'est pourquoi ici, je salue en tout cas cette initiative qui a été adoptée et que nous pensons que c'est une stratégie qui mettra fin à la situation précaire dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. L'Union africaine est financée par qui? C'est par des puissances étrangères. C'est l'Union africaine aujourd'hui qui décide de déployer des soldats pour venir ici sur le Sahel pour nous sécuriser. Ce n'est pas ça la solution. Je l'ai toujours dit que pour mettre fin à l'insécurité ici au Sahel, il faut que les pays africains acceptent d'être indépendants. Sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan culturel, sur tous les plans. Voilà quelques citoyens qui se prononçaient sur la décision prise lors du dernier sommet de l'Union africaine d'envoyer 3000 soldats dans le Sahel pour aider à enrayer la progression du djihadisme et de l'insécurité dans cette zone. Parlons toujours de sécurité. Vous le savez, le gouvernement nigérien a décidé d'instaurer l'état d'urgence dans 12 des 13 départements que compte la région de Tillabéri. Une des mesures prises dans le cadre de cet état d'urgence est l'interdiction récente de la circulation en moto de jour comme de nuit dans ces 12 départements. Parmi ces départements, il y a le département de Torodi. Une équipe de reportage de la télévision Labari était récemment dans cette ville de Torodi pour justement constater les conséquences de cette mesure d'interdiction de circulation en moto de jour comme de nuit dans cette ville. Elle est composée de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Je propose de suivre leur reportage. Située dans la région de Tillabéri, la commune de Torodi compte plus de 140 000 habitants. La population de cette localité s'est transformée en cycliste compte tenu de l'interdiction de rouler en moto, le moyen le plus utilisé par cette population. Cette décision des autorités est loin de faire plaisir aux habitants. Cette situation est très précaire dans la région de Torodi parce que nous vivons ça très mal. Parce que les motos sont ce que nous vivons, les motos sont les taxis, tout. On fait tout avec les motos. Mais maintenant, avec cet avènement qu'on a interdit les motos de circuler, nous avons tous les problèmes du monde. Parce qu'avec les motos, c'est ça qu'on évacue les malades, c'est ça qu'on on fait nos besoins. Mais avec l'indirection, on a tous les problèmes du monde. Nous vivons cette situation dans notre chair. C'est avec les motos qu'on mène nos activités, chose qu'on ne peut pas faire avec les vélos. Et on n'a pas les moyens de payer des véhicules. On demande aux autorités de trouver une solution à cette situation, car on souffre énormément à cause de l'interdiction de circuler en moto. Avec 1 litre sur moto, on peut parcourir de longues distances, ce qui n'est pas le cas avec la voiture. Cette décision commence à porter ses fruits car depuis le 1er janvier, aucune attaque n'a été enregistrée dans la commune de Torodi, comme en atteste le maire. La sécurité avant tout. Pas de sécurité, pas de développement. La question des motos, c'est une question d'habitude. Avant, il n'y avait pas de motos, nous vivons paisiblement, tout va bien. Maintenant, avec l'avènement des motos, les gens sont habitués, c'est vrai, c'est très difficile.
C'est très difficile, ça fait mal quand on est habitué à quelque chose et qu'on vous dit de laisser ça vraiment, c'est pas bien. On sent des difficultés. Mais d'un côté aussi, il faut regarder, même si tu es content, tu dis que tu n'as pas de sécurité, tu ne seras pas content. Il faut d'abord la sécurité. Et depuis qu'on a installé l'état d'urgence, avec l'interdiction des motos, en tout cas depuis qu'on a fait ça de jour comme de nuit, nous ici à Torodi, en tout cas dans la commune de Torodi, il n'y a pas eu d'attaque, aucune attaque. Vous voyez? Donc ça a apporté vraiment des fruits parce que je peux dire qu'actuellement vraiment il y a une accalmie totale même. La population doit prendre son mal en patience par rapport à l'état d'urgence. En attendant le retour définitif de la sécurité, beaucoup de ses habitants verront leur état de santé amélioré à travers l'utilisation quotidienne du vélo. Un document de plaidoyer sur les réformes des politiques éducatives et sanitaires du Niger se tient depuis ce matin à l'initiative de la coalition des associations pour une éducation pour tous, ASSO EPT Niger. L'atelier se tient avec l'appui de l'ONG américaine Counterpart International. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec nos reporters Ibrahim Abdou et Harriata Salah. La présente rencontre consacre la validation d'un document de plaidoyer sur la réforme des politiques en éducation et en santé. Elle rentre dans le cadre du projet renforcement des capacités en matière de plaidoyer pour des actions citoyennes en faveur des services sociaux de base accessibles et de qualité pour tous. L'objectif de cette rencontre est d'améliorer les propositions faites dans le document afin de répondre aux besoins prioritaires. L'activité qui nous réunit ce matin rentre dans le cadre d'une série de rencontres que nous avons eues avec les différents acteurs communaux, notamment au niveau de Niamey communal et 2. Cela rentre dans le cadre de politiques en éducation et en santé. Vous savez, il y avait des réformes qui ont été initiées par l'État et c'est dans cet aspect jouant notre rôle de veille citoyenne et d'une structure comme ACEPT qui œuvre pour le renforcement à la base. Nous avons œuvré pour que c'est au niveau communal, notamment Niamey et 2, qu'ils puissent être outillés à travers une politique éducative en santé qui va leur permettre d'assurer leur rôle de suivi par rapport à ces deux secteurs. Et cette activité est financée par Counterpart International avec l'appui de l'USAID. Et c'est dans ce sens, après plusieurs rencontres, nous avons aujourd'hui abouti à un document qui va être validé par les différents acteurs qui sont ici présents, notamment au niveau du ministère en charge de l'éducation et au niveau de ces deux communes, qui vont appuyer en tout cas le document qu'on a eu à faire pour les parfaire et les mettre à la disposition de ces différents acteurs. Le président de la coalition ASSO-EPT a demandé à tous les participants de donner le meilleur d'eux-mêmes pour enrichir le document. Place donc à présent à l'analyse du diplomate nigérien à la retraite Abdou Garba sur la décision annoncée lors de son dernier sommet par l'Union africaine de déployer 3000 soldats au Sahel pour tenter d'enrayer la progression du djihadisme et de la dégradation de la sécurité dans cette région africaine. Très bonne réception et bonne suite des programmes. Je pense que la décision prise par l'Union africaine d'apporter un soutien aux pays du Sahel est une bonne décision. Récemment, le président de la Commission de l'Union africaine, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, a déploré l'absence de solidarité des pays africains vis-à-vis des pays du Sahel en but au terrorisme. Je pense donc que si aujourd'hui l'Union africaine prend la décision d'envoyer 3000 soldats au Sahel, c'est une bonne chose. C'est une réaction peut-être à cette dénonciation faite par le président de la Commission de l'Union africaine. Je pense que la force, les 3000 hommes, ne peuvent pas d'un seul coup mettre fin au terrorisme, puisque nous avons affaire à des gens qui ne livrent pas une lutte classique. Et le terrorisme, par définition, fait des coups bas, donc n'affronte pas les armées vis-à-vis. Donc c'est pourquoi il est difficile, par la seule force,
le seul emploi de la force d'endiguer le terrorisme. Je pense qu'il faudra mener la lutte militaire de pair avec les efforts de développement des régions nigériennes ou sahéliennes qui sont concernées par le terrorisme. J'entends par là qu'il faut assécher les sources de recrutement des terroristes, puisque les jeunes que ces terroristes recrutent sont avant tout confrontés à des difficultés d'ordre économique qui les rend vulnérables aux avances faites par les responsables du terrorisme. Nous faisons de notre mieux au Niger. Il n'y a pas qu'au Niger que les attaques du terrorisme s'intensifient. Il faut d'ailleurs se féliciter de la situation relativement paisible que nous vivons au Niger, compte tenu de notre situation géographique, puisque aujourd'hui nous sommes un pays frontalier de la Libye. Nous avons une grande frontière avec la Libye. Et nous sommes donc censés être plus sensibles à ce qui se passe en Libye que par exemple le Mali, qui n'a pas de frontière directe avec la Libye. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le président malien disait que la situation en Libye a fait de ce pays une sorte de passoire pour les djihadistes qui viennent même du Moyen-Orient. Alors, ce qui fait que nous sommes encore plus proches de ce foyer de tension et de conflit qu'est la Libye que le Mali. Je pense donc que la situation au Niger n'est pas aussi préoccupante que celle du Mali ou même du Burkina, où aujourd'hui il y a des attaques qui sont menées par des gens qui ne sont pas eux venus de la Libye, qui sont eux venus surtout de la zone du Massina au Mali, qui est proche du Burkina Faso. Donc je crois que dans l'ensemble, tous les pays concernés par le terrorisme doivent évidemment coopérer, ce que nous faisons, mais recevoir aussi l'appui des partenaires étrangers qui malheureusement mettent du temps à concrétiser leurs promesses. J'ai appris qu'il y a une sorte d'alliance pour le Sahel qui est censée réunir des fonds pour les pays sahéliens. Cette alliance aurait annoncé 11 milliards et demi d'aide à nos forces. Sur ces 11 milliards, elle n'aurait réuni à ce jour que 5 milliards. Et là aussi au conditionnel, puisque ce n'est pas encore concret. Donc je pense que c'est peut-être là le problème. C'est que nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous faisons de notre mieux, mais les partenaires ne sont pas aussi concrets dans ce qu'ils font que ce que nous croyons. Et je pense que ces pays occidentaux, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, et même les autres pays, doivent peut-être aller beaucoup plus vite dans ce qu'ils font qu'actuellement, parce qu'ils annoncent, ils font des promesses, mais ils mettent du temps, ils imposent des conditions draconiennes qui font qu'évidemment l'aide devient encore plus difficile à concrétiser. Je crois que le dernier mot serait qu'on continue nos propres efforts et que l'Afrique se réveille, puisqu'en réalité, si nous sommes assez puissants pour nous défendre nous-mêmes, nous n'aurions même pas besoin de faire appel à l'extérieur. Et je pense que ces 3000 soldats promis par l'Union africaine, c'est un geste, un bon geste. Je souhaite que ce geste se concrétise assez rapidement et que l'Afrique, en dehors des soldats, donne aussi, fasse un effort pour donner aussi les moyens financiers pour que ces soldats-là puissent être sur le terrain et agir en conséquence. Puisque je pense que cette force de l'Union africaine ne va pas se comporter comme une force de maintien de la paix. Elle va participer au combat contre le terrorisme. C'est là la différence. Puisque jusqu'ici, au niveau des Nations Unies, les Nations Unies, à moins qu'on les attaque, les forces des Nations Unies sont avant tout des forces de maintien de la paix. Or, nous avons besoin de forces actives. Or, je pense que cette force de l'Union africaine sera une force active sur le terrain et apportera donc un soutien concret à nos militaires qui font déjà de leur mieux.